Le premier intervenant, je pense que c'est ça, c'est le docteur Ahmed Nagzadeh, qui est à ma droite, si je ne m'abuse, qui est docteur en sciences politiques, qui a été docteur en sciences politiques à l'université de Nanterre en 1985, c'est ce que j'ai trouvé sur son curriculum vitae. Vous me corrigez, ou si j'oublie des choses importantes, vous me le direz, je ne le fais pas par malveillance, mais par ignorance. Donc il a été assistant professeur ensuite à l'université de Téhéran en 1986, il est devenu professeur, il était déjà professeur, mais enfin c'est le titre université, full professeur comme on dit en persan. Donc depuis l'an 2000, il a été directeur du département de sciences politiques de 1990 à 92. Il a écrit 12 livres universitaires et il en a traduit une dizaine de français en persan. Je ne sais pas lesquels, je n'ai pas trouvé, mais bon, peut-être que vous pourrez le dire d'ailleurs. Et il vient d'écrire, je crois, quelque chose, ou il est en train d'écrire quelque chose, au fond, qui s'appelle « Quel avenir peut-on envisager pour le 10 printemps arabe ?» me semble-t-il. Pas quelque chose comme ça que vous êtes en train d'écrire que vous avez déjà écrit. Oui, voilà. Alors donc, mais son intervention, l'intervention du professeur Nagzadeh, aujourd'hui, ne portera pas sur tous ces sujets, mais portera sur un sujet d'actualité qui lui est cher pour des raisons que vous devinerez à ce que je vous ai dit de son curriculum vitae, à savoir la société civile en Iran, et bien entendu, je pense que c'est ça, sauf s'il y a eu un changement, en Arabie Saoudite, qui est inséparable de l'Iran tous ces temps-ci. Dès qu'on parle de l'Iran, on parle de l'Arabie Saoudite, et vice-versa. Donc il va nous parler des deux très savamment, et beaucoup plus savamment que je ne saurais le faire. Donc je lui laisse la parole. Allez-y, professeur. Merci. C'est un sujet que M. Rasmi m'a imposé, puisque dans ce sujet, l'Iran et l'Arabie Saoudite ne correspondent pas. On pouvait faire une comparaison entre la société civile en Iran et en Turquie. Mais bon, puisqu'il y a trois États religieux au Proche-Orient, l'Israël, l'Iran et l'Arabie Saoudite, peut-être c'est pour cela c'est pas mal de faire une comparaison entre. C'est difficile c'est-à-dire ça ne correspond pas parce que, à ma thèse, c'est que la société civile se réfère directement à l'événement de l'État-nation. Si on ne veut pas parler de Moyen-Âge ou de quelque sorte de société civile qui existait avant, mais si dans le sens moderne, de toute façon, ces deux choses, c'est-à-dire l'État-nation et la société civile, sont inséparables. Et comme l'Arabie Saoudite est le seul pays dans le monde, si je ne me trompe pas vraiment, je pense beaucoup, qui se dirige avec une des formations politiques pré-capitalistes. C'est-à-dire qu'il n'est pas entré dans l'ère moderne pour construire un État-nation. C'est un pays qui est dirigé par un tribu, par un clan, qui ont donné leur nom à leur pays, l'Arabie Saoudite. Et donc, vous pouvez deviner qu'il n'en est pas question de société civile en Arabie Saoudite. Et quand c'est un régime qui n'a pas entré dans l'ère moderne, enfin, si on parle statistiquement, le revenu national, la consommation des objets modernes, tout ce chose-là, ok, je suis tout à fait d'accord, mais quand on parle de la formation politique, vraiment, la formation politique n'a rien à voir avec ce qui a commencé à la fin du Moyen-Âge en Europe, qu'on appelle l'État-nation. L'État-nation a passé trois étapes, et donc nous avons trois sortes de sociétés civiles, c'est-à-dire l'État absolu, où l'État dominait la société civile, et la société civile n'existait que dans l'État embryonnaire. Et deuxièmement, l'époque démocratique, où il y avait une participation massive de peuple, mais il n'y avait pas des organisations et des institutions dans la société civile. Et finalement, dans la troisième étape, c'est
société politique, la société civile qui est institutionnalisée, des partis politiques, des syndicats, d'autres formations. Donc, on peut imaginer qu'en Arabie Saoudite, comme un de mes anciens étudiants, Stéphane Lacroix, a bien montré dans un article, il y a des formations de genre religieuses très marginalisées, des courants religieux qui se mêlent avec la politique, qui revendiquent une politique vis-à-vis de l'État, quelquefois en accord avec l'État, quelquefois en face de l'État. Par exemple, à Sarwa, islamique qui s'oppose, qui est islamisé, qui s'approche du gouvernement, le courant fondamentaliste, djihadiste opposé à tout révisionnisme religieux, et un courant qui est un peu proche du réformisme. Donc, il y a des petites sociétés de charité, ou encore de gens religieux. Et le seul mouvement moderne qu'on a vu, c'était une manifestation de quelques 47 femmes qui se sont mises à conduire la voiture malgré l'interdiction de conduire des femmes. Et c'est tout. Donc, la société civile est en sommeil, et même absente dans la société de l'Arabie Saoudite. Tandis que l'Iran est tout à fait différent, c'est-à-dire le processus de construction de l'État-nation a commencé en même temps que l'Europe, c'est-à-dire en 1501, avec l'avènement de la dynastie Safavide. On voit la construction d'un centre de pouvoir unifié, qu'on considère comme le point de départ pour la construction de l'État-nation. En même temps que la monarchie absolue régnait en Europe, par exemple en France, si on prenait Louis XIV comme le symbole de la monarchie absolue, en même temps en Iran, les Safavides, ils ont construit un centre de pouvoir, une religion de l'État, c'est-à-dire le chiisme. Ils ont pris le chiisme comme religion de l'État qui correspond à peu près à l'abolition du décret de Nantes par Louis XIV, mais sur le plan linguistique, par contre, ils étaient un peu libéraux et ils n'étaient pas sensibles. Ils laissaient les gens, enfin la langue officielle c'était la langue persane, mais le turcophone il parle turc, les Kurdes parlent turc. Mais le problème c'est que si l'évolution de l'État-nation ne s'est fait pas en Iran de même manière qu'en Europe, parce qu'avec l'effondrement de la dynastie Safavide au début du XVIIIe siècle, c'était la fin de ce processus. Il y avait des dynasties éphémères qui ont remplacé la dynastie Safavide, et ça c'est l'époque de l'impérialisme. C'était l'époque où l'Europe marchait très vite, dans tous les domaines. Et encore une chose qui manquait aux Iraniens, c'était, à mon avis, c'était la philosophie du libéralisme, la pensée scientifique et les théories politiques qui sont réunies pour aider le bon fonctionnement de l'État-nation. Pour faire une nation, des gens qui étaient dispersés, vous savez, par exemple, en 1900, 50% des Français ne parlent pas français. Donc les écoles avaient un rôle politique, c'est-à-dire les enfants entraient à l'école et ils sortaient en étant un citoyen français par l'apprentissage de la langue française. Et donc ce processus s'était rompu en Iran
et le fonctionnement de l'État absolu était inachevé. Donc, 200 ans de retard, on peut imaginer, pour ce processus en Iran. Cependant, la société civile iranienne avait deux piliers très importants dès la dynastie safavide qui ont perduré jusqu'à la révolution islamique de 1979. L'un, c'était Bazar, comme l'incarnation de toute activité économique, et l'autre, c'était Hosé, c'est-à-dire ce qu'on appelait pour l'école religieuse, comme symbole de l'éclairage chiite. Voilà deux piliers très importants, à l'instar de l'Europe, parce qu'ici aussi, c'était l'Église et le marché qui est un peu, qui n'était pas vraiment tout à fait surveillé par l'État. Et cette société civile était assez forte pour faire, comment provoquer une révolution en 1905, une révolution constitutionnelle, mais cette fois-ci à l'européenne, puisque les étudiants qui sont venus faire leurs études en Europe, surtout en France, ils avaient étudié l'histoire de la Révolution française, ils voulaient copier la Révolution française en Iran, mais cette révolution a été condamnée à l'échec parce que les éléments nécessaires n'existent pas. Il n'y avait pas le couche moyen assez fort, ni la philosophie comme libéralisme pour distinguer entre droit privé et droit public, pour faire savoir ce qui est droit de l'homme. De toute façon, comme c'était un peu comme le printemps arabe. Quand le printemps arabe a commencé, moi j'ai écrit un article, ce n'est pas un printemps, bientôt on arrive à l'hiver, puisqu'il n'existe pas dans ce pays les éléments nécessaires pour la démocratie. Et j'ai vu que Bertrand Bacchi a écrit la même article à peu près, en disant que ce mouvement ne peut pas arriver à aboutir à la démocratie. Vraiment, inutilement, les gens avaient espoir d'arriver à la démocratie, tandis que aucun élément, ni économique, ni culturel, n'était pas prêt pour aider ce mouvement à aboutir à la démocratie. De toute façon, la modernité est arrivée. À la fin du XIXe siècle, la révolution démocratique et constitutionnelle de 1905 étant échouée, les Iraniens se sont penchés vers une voie autoritaire. Voilà la dynastie Pahlavi. Cette fois-ci, c'était vraiment un État absolu à l'européen. C'est-à-dire que Reza Shah a fait la même chose que Louis XIV faisait. D'abord, pour la première fois, tous les Iraniens avaient une acte de naissance, c'est-à-dire immatriculer les gens qui étaient ressortissants de l'État iranien, une bureaucratie unifiée, des lois générales pour toute la région, parce qu'avant, chaque région avait sa propre loi. Et de toute façon, l'industrialisation du pays a commencé aussi à cette époque. Et voilà, les deux Pahlavis qui ont régné en Iran, à mon avis, étaient vraiment une copie de l'état absolu de l'Europe, de ce qui existait en Europe. Finalement, on va parler d'aujourd'hui. On est arrivé, si les étapes se poursuivaient logiquement, on devait, après l'état absolu, on devait arriver à l'époque démocratique. Bon, la révolution de 1979 pouvait être, à l'instar de la révolution française, le commencement de l'ère démocratique.
Mais pourquoi on n'a pas abouti à la démocratie en Iran? Il faut justement voir ces racines de cet échec et de ce qui on est dans l'état actuel que l'Iran se trouve, puisqu'on a arrive à certains degrés de démocratie, mais pas totalement. Mais ces racines se trouvent dans la société civile iranienne. En même temps, dans la période précédente, c'est-à-dire le fonctionnement de l'État absolu à l'époque des Pahlavites était inachevé, c'est-à-dire la période était assez courte pour faire une nation. Les différentes sociales existent encore. Il y a des minorités ethniques, religieuses, ça qui peut de toute façon provoquer quelquefois l'unanimité parmi le peuple ou la solidarité nationale. Mais cependant, tout le monde se considère iranien. Maintenant, nous rentrons dans l'époque post-westphalienne, c'est-à-dire que c'est la fin de l'État-nation. Ceux qui n'ont pas, c'est-à-dire, à mon avis, la racine de tous les mots qui se trouvent en Proche-Orient, ça correspond à la construction de l'État-nation. C'est-à-dire qu'on n'a pas arrivé à avoir un État-nation, et maintenant on arrive à l'époque post-westphalienne, c'est-à-dire la fin de l'État-nation, et maintenant, de nouveau, on arrive dans une période de crise sans avoir une nation, un État. Dans deux pays qui avaient plus ou moins réussi à moitié de faire une État-nation, ce sont les Iraniens et les Turcs, à mon avis. Le reste, vous voyez, par exemple, l'Irak est né en 1921, la Jordanie de même façon, Liban, Syrie, l'Arabie Saoudite, tous avec des frontières, de fausses frontières artificielles, non naturelles, si bien que le processus est vraiment perturbé, le processus de construction de l'État-nation. Alors, on est arrivé à l'époque de la démocratie, tandis que les fonctions de l'État absolu sont inachevées et les deux piliers importants de société civile en Iran, c'est-à-dire le bazar, est éclaté entre les mains des boutiquiers et leur shopping center à l'américaine. Ce n'est plus le bazar dans la formation ancienne. Et le KLRG est entré dans la société politique en perdant son autonomie, même si 5-10% de KLRG sont entrés dans le rouage de l'État. Mais de toute façon, il n'est pas autonome et fort comme avant. Et les formations modernes sont commencées à se former en Iran. Les partis politiques, les syndicats, le centre libre des avocats, toute autre institution nécessaire pour la société civile. Alors, quel est le problème? À mon avis, le problème, c'est que l'État iranien, c'est justement est divisé entre ces deux périodes contradictoires, c'est-à-dire à la fois l'État absolu et la démocratie. Deux contraintes tout à fait différentes et contradictoires paradoxales. Si on regarde la hiérarchie de pouvoir en Iran, c'est-à-dire l'ensemble de formations politiques, on voit, nous avons un guide qui s'appelle Velayat Motlaq, c'est-à-dire absolu. À mon avis, en gros, il n'aime pas cette interprétation, mais moi je suis universitaire indépendant. Il est le symbole de l'état absolu inachevé,
Et au-dessus, tout est démocratique. C'est-à-dire il y a des élections, le Parlement, le président de la République qui sont élus librement et démocratiquement par le peuple. Mais cependant, la société civile existe, c'est une société civile très forte, avec des formations, cependant, il lui manque des choses, c'est-à-dire qu'il n'est pas une société civile qui puisse faire un contre-pouvoir vis-à-vis de l'État. C'est parce que l'État iranien se trouve dans une ambiance sécuritaire, c'est-à-dire que la République islamique a été obligée de faire 8 ans de guerre imposée par l'Irak. Cela a créé une ambiance sécuritaire. Vous savez, pendant la guerre, que ce soit en France ou en Iran, de toute façon, il y a des restrictions, de contraintes. Et il y avait quelques groupements armés qui ont lutté contre la République islamique, tandis que majoritairement le peuple soutenait. C'était des provocations peut-être étrangères. Et le problème, c'est que chaque fois qu'il y a des organisations, des ONG, ils trouvent des interventions étrangères aussi. Des gens qui le soutiennent, des instances qui le soutiennent, des pays étrangers qui aident ces organisations. C'est pour cela que l'État est un peu s'inquiète de l'ingérence étrangère. Et moi, c'est tout à fait compréhensible qu'on voit de près ce qu'ils découvrent sécuritairement les ingérences étrangères. Par exemple, on parle de l'Arabie Saoudite. On a arrêté des centaines de personnes en Kurdistan qui sont majoritairement sunnites, qui avaient des liens avec l'Arabie Saoudite, qui ont pris d'argent, qui vivaient d'une manière riche. Et on a des documents. Voilà, c'est ça qui empêche. C'est-à-dire que cela montre que le développement doit être régional. Nous vivons dans une région où il y a des États non progressifs, des États qui ne savent pas leurs droits, leurs limites, qui interviennent dans l'état des autres. Et ça va inquiéter n'importe quel État qui se trouve dans cette situation. De toute façon, la société, dans cette situation, le système politique nous permet qu'aux courants sociaux et politiques, en accord avec l'idéologie de l'État, de s'institutionnaliser. Ça, le courant en accord avec l'État s'institutionnalise. Le courant qui se termine en général avec une terminaison islamique telle que l'Association islamique des ingénieurs, par exemple. Mais il faut savoir que la majorité des gens sont en accord avec le régime, mais progressivement, il y a des gens qui pensent autrement, c'est-à-dire les libres penseurs. Ce sont eux qui ont des problèmes plutôt. Tandis que les universités sont multipliées, les membres des étudiants des diplômés universitaires à l'intérieur comme à l'extérieur sont augmentés. Le mouvement féministe et le mouvement étudiant se sont renforcés. Une jeunesse ultralibérale se montre avide pour le changement. La poussée pour faire des ONG est forte et une grande partie de la société se montre intéressée à l'ouverture. Le système politique souciant de son contrôle sur son environnement social reste conservateur, en s'opposant au changement radical, se trouvant ainsi à l'épreuve d'une poussée très forte pour l'ouverture, le système politique semi-fermé, semi-ouvert que nous avons
croit qu'il y aura un relais entre la formation libre à l'intérieur et les ingérences étrangères et l'encouragement de sociétés internationales à l'extérieur. Donc, il se voit obligé à s'appuyer sur cette force quelquefois coercitive et sur le groupement fidèle aux idées de la révolution islamique. Voilà, sinon le train est très fertile, tous les éléments nécessaires, contrairement à ce qu'on a vu dans le pays de Nord-Afrique, mais sont tous les éléments nécessaires pour en faire une société civile forte et active sont présents. Et on comprend le souci du régime islamique qui peut perdre son contrôle par l'insistance sur le droit des minorités religieuses et ethniques, par le défi que les partis politiques laïcs peuvent présenter en face de lui, par les organisations indépendantes qui forment un contre-pouvoir. De toute façon, il essaie de contenter la population par les services publics, la sécurité, dans une région perturbée, et par le progrès dans le sens moderne, le tunnel, le métro, les milliers de chemins de fer, milliers de kilomètres d'autoroutes. De l'autre côté, la société essaie de s'exprimer dans l'espace virtuel, où le réseau Telegram, par exemple, en Iran, a 22 millions d'adhérents. Ce combat va terminer un jour par le soutien, à mon avis, de la société civile. C'est-à-dire que là, un régime comme le régime iranien, qui est en apparence un régime autoritaire, mais il est au service de la démocratie. Quand il multiplie les universités, l'alphabétisation, le niveau de la vie, et le logement, tout ce qu'il fait, finalement, va renforcer le passement de la démocratie, puisque sans être en moins de sécurité et de niveau de vie économique, on ne peut jamais arriver à la démocratie. Et voilà, nous sommes à la veille d'un progrès de nouveau, tandis que les autres pays que je vois, ils sont dans les années, c'est-à-dire dans la même situation qu'Iran était en 1979. Donc le régime islamique a bien changé la société, a complètement changé le fondement de la société, malgré son opposition à la modernité dans la parole, enfin dans le discours. En acte, il a bien modernisé le pays, il a fait beaucoup de choses, et donc l'Iran a tout nécessaire pour arriver à un stade suprême, c'est-à-dire à la nation, à une société civile très forte qui peut être en rapport avec la société politique, c'est-à-dire une alternative de demande et de réponse, tandis que les autres pays sont dans l'alternative d'émeute et persécution, c'est-à-dire où le régime est sévère, les gens se taisent, où il s'affaiblit et les gens se révoltent contre. Moi, ça, j'ai pris de Bertrand Badi, dans son livre Les deux États, il a bien expliqué, enfin, selon lui, les pays islamiques n'arrivent jamais à la démocratie parce que l'islam se montre avec le communiste. Il n'y a pas une séparation entre la politique, l'économie, la culture. Et c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas vraiment avoir une société diversifiée, une société, une division entre ce qui est le pouvoir public et le pouvoir privé.
maintenant, le laïcisme, dès le IIe siècle, s'est installé en Europe et petit à petit a fait que l'État trouve ses propres sources et se distingue de la religion. Même moi, je ne crois pas, ça c'est plutôt dans la pensée, quand on pense comme ça, mais sociologiquement, quand on voit la société change, maintenant, les fonctions latentes de la République islamique a bien montré qu'il est, en apparence, il est contre la modernité, mais au fond, il a modernisé le pays. Et voilà ce qui ça va donner, c'est-à-dire tout est prêt en Iran pour avoir une société civile très forte. En revenant en Arabie Saoudite, on voit qu'il n'y a pas de loi sanctionnée par le peuple, c'est la loi de Charia, tandis que la démocratie, en démocratie, nous n'avons pas des lois préécrites. Les lois écrites doivent être sanctionnées petit à petit selon le besoin de la société. Mais là-bas, il y a des lois fixes et un régime qui a encore, à mon avis, est à la veille d'une crise, grande crise, pour arriver à l'ère moderne, tandis que nous sommes en train d'entrer dans l'ère post-moderne. Merci de votre attention.